Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Niger. Les autorités envisagent d'exporter le pétrole brut par le Tchad. On sait que depuis un moment, la situation ou bien les relations ne sont plus très bonnes entre le Niger et le Bénin, à travers lequel ils devaient convoyer le pétrole brut à travers la plateforme de Sémékoudji. Le froid s'étant installé depuis un moment, chacun essaie de trouver une solution. Début juin, les autorités nigériennes ont coupé, ils ont annoncé l'interruption de l'envoi de leur pétrole à travers le pipeline qui va au Bénin. Occasion pour eux de chercher une autre destination. Et on apprend que le Conseil des ministres a entendu une communication du Premier ministre sur l'utilisation du système de transport des hydrocarbures par le pipeline du Tchad. On sait que le Tchad aussi est un pays exportateur de pétrole et donc le Niger veut plutôt faire convoyer son pétrole dans d'autres pays à travers le Tchad. On va donc assister à la création d'un pipeline Niger-Tchad et qui maintenant à partir du Tchad sera convoyé vers d'autres pays. On en parle avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Louis Kamako. Le Tchad, c'est la nouvelle destination envisagée par les autorités nigériennes pour convoyer leur pétrole, une manière de tourner définitivement le dos au pipeline béninois. Oui, ça veut dire que les autorités nigériennes ont un plan B. C'est pour cela que depuis longtemps, ils essaient d'entretenir ou bien d'améliorer cette crise-là. Qui aurait pu être résolu depuis, parce que c'est aussi ça l'avantage quand vous êtes frontalier avec beaucoup de pays. On a toujours dit que le Niger a cette frontière, y compris le Tchad. Donc maintenant que ça ne marche pas avec le Bénin, ils ont jugé bon de vite tourner vers le Tchad. Et maintenant, c'est ce qu'ils ont fait. Je crois que tu l'as dit tout au long de ton développement. Mais sauf que le Tchad n'est pas un pays côtier. Je pense que nous le savons tous et que là, ils seront obligés de passer par le Cameroun. Ça fait un double trajet pour les autorités nigériennes. Et je crois que le projet au début n'avait pas prévu tout cela. Maintenant, si on le dit, ça veut dire que ça reste un manque à gagner pour les uns et les autres et que ce projet doit être repensé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on le dit, pourquoi est-ce que c'est le Tchad? Le Tchad, parce qu'il y a un accord bilatéral qui lie les deux pays depuis plusieurs années. Donc, cet accord qui autorise en fait le Tchad ou le Niger de faire transiter ces produits si c'est le Niger, ça autorise le Niger de faire transiter ces produits par le Tchad. Donc, je pense que c'est à partir de cet accord-là que les autorités nigériennes se sont tournées vers le Tchad. Maintenant, les conséquences, on en a là, c'est-à-dire que les conséquences, c'est plutôt à tous les niveaux. Au niveau du Niger, je pense que ça va permettre de poursuivre en fait l'exportation du pétrole, parce que c'est ça le sujet principal. Ça n'a pas marché avec le Bénin, donc il faut forcément trouver une autre solution. Et donc, comme je le disais, le Tchad, c'est le plan B. Et donc, mais au même moment, ça va peser. Le projet doit être repensé parce que je l'ai dit que tout cela n'a pas été prévu. Ce sont des tracas. Ce sera une question de sous-commission parce que le Tchad sera traité par le Cameroun. En fait, le Cameroun va traiter le Tchad va sous-traiter le Niger. Donc, c'est le chemin devient un peu compliqué pour les autorités nigériennes. Même, je pense que c'est la solution à laquelle se sont parvenus et que cette solution-là est divulguée au moment où des anciens présidents béninois sont en fait à Niamey pour essayer de rencontrer le général Tiani, ces éléments pour essayer de dégeler la situation conflictuelle qui existe entre les deux pays depuis très longtemps. Mais je pense qu'avec cette solution, la situation se complique davantage entre le Bénin et le Niger, malheureusement. Credo Tété, les autorités nigériennes envisagent désormais de faire transiter leur pétrole plutôt par le Tchad que de le faire passer par le Bénin avec lequel ils sont en conflit depuis un moment. Ils ont d'ailleurs décidé de couper pour le moment le flux. Apparemment, si ça marche avec le Tchad, ce sera une coupure définitive. Oui, et c'est une situation qui doit nous interpeller, qui doit inquiéter. Donc, d'un côté, ça repose le problème entre le Niger et le Bénin. Et d'un autre côté, est-ce que ce nouveau circuit tel que défini va profiter au Niger réellement? Parce qu'on serait d'avis
pour dire que la ligne serait directe si le Tchad était, comme l'a dit Louis, si le Tchad était un pays côtier, si le Tchad avait un port. Mais le Tchad aussi doit sous-traiter aujourd'hui avec le Cameroun, notamment Kribi. Donc c'est dire que les charges vont s'ajouter à ça. Et si on prend le citoyen lambda nigérien, à combien, disons, ce pétrole va lui revenir à la pompe. Donc c'est dire que le circuit est assez long. Mais moi, je reste optimiste quand dans la mission, disons, d'apaisement, de médiation des anciens chefs d'État béninois au Niger, parce qu'il faut arriver à concilier les deux parties, à les rapprocher pour que chacun mette de côté son ego. C'est vrai, le président béninois Patrice Talon, voulant appliquer les dernières décisions du sommet des chefs d'État contre le Niger, était allé trop comme quelqu'un qui, disons, jouait à la grosse caisse dans une fanfare. Donc cela n'a pas été bien apprécié. Également du côté du Niger, et les nouvelles autorités du Niger et la population nigérienne n'ont pas jusqu'au jour d'aujourd'hui digéré, disons, cette verve du président Patrice Talon. Et la situation s'était compliquée la dernière fois avec l'arrestation des responsables de WAPCO qui ont été même jugés, même si ils ont eu des peines avec sursis, mais le fait même de les emprisonner, de les juger, je crois que cela n'a pas aussi arrangé la situation. Mais moi, je crois aussi bien le Bénin doit mettre de l'eau dans son vin, mais le Niger, les nouvelles autorités du militaire, du Niger, doivent aussi mettre de l'eau dans leur vin pour essayer de considérer les intérêts des deux peuples, c'est-à-dire les peuples béninois et les peuples nigériens. Aller à l'affrontement ou avoir des positions assez radicales ne vont augurer d'aucun lendemain meilleur pour les peuples béninois et nigériens. Je crois que ça doit être le message que les anciens chefs d'État, Nicéphore Soglo et Yahi Boni du Bénin, sont allés transmettre aux nouvelles autorités, quitte maintenant à ce que le président Patrice Talon aussi mesure un tant soit peu ses propos et qu'il ne pense pas que sous le couvert de la CEDEAO, il peut envoyer des invectives à un autre État souverain, à un autre État indépendant. Donc voilà un peu la situation. Le plan B dont parlait Louis, c'est un plan qui existe. Mais aujourd'hui, je pense que lorsque on est dans la chaîne de passation des marchés même, avec ce plan B, je crois que ce plan serait beaucoup plus onéreux pour le Niger que de rétablir ces relations, de revoir les relations avec le Bénin pour que ça soit assez fluide. On reviendra tout à l'heure sur les conséquences d'une telle décision, mais bien avant, Russe, donc oui. Le Niger décide de se retourner vers le Tchad pour exporter son pétrole. Apparemment, il n'y aura plus question de négocier avec le Bénin. Bon, moi je trouve que c'est la décision, elle a quelque chose d'utopique parce que c'est pas les Chinois qui vont réinvestir dans le pipeline. Hein. Je ne vois pas l'exportateur chinois réinvestir ce qu'il a réinvesti sur le pipeline du Niger au Bénin. Il ne faut pas qu'on se mente. Alors, est-ce qu'il faut investir les revenus, c'est-à-dire les débuts de revenus du pétrole nigérien dans le nouveau pipeline qui va partir du Niger au Tchad, en sachant que du Tchad, il faut qu'il passe par le Cameroun. Personnellement, je trouve que à la fin, ça devient un genre de conflit infantile, parce que les personnes que ces chefs d'État africains ont en face d'elles sont des personnes qui sont résolument pragmatiques. Les Chinois, les clients, ceux qui vont s'approvisionner au niveau du pétrole nigérian, n'en ont strictement rien à faire du conflit qu'il y a entre le Niger et le Bénin. C'est deux pays pauvres où il manque de tout. Il manque de routes, il manque d'écoles, il manque d'hôpitaux, il manque de, comment dirais-je, d'expertise dans un bon nombre de secteurs. On a besoin de revenus. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a ces exploitations minières. Et ce que les populations réclament, c'est que les revenus tirés de ces exploitations-là soient utilisés dûment pour l'épanouissement des populations. On ne demande pas aux gens de faire des querelles d'ego.
Ça n'a strictement rien à voir. Je ne vois pas... Pour vous, c'est des querelles d'ego entre le Bénin et le Niger? C'est des querelles d'ego. Après, oui, quand je dis querelles d'ego, il y a un soubassement, il y a effectivement des choses à reprocher. Monsieur Talon s'est avancé. Monsieur Talon a été, à mon sens, maladroit et a été un très mauvais diplomate. Ça, c'est vrai. La deuxième des choses, c'est que lorsque le gouvernement du Niger, qui sont quand même, ceux qui sont à la tête du Niger, sont quand même des personnes qui sont de l'armée. Ce sont des personnes qui sont parties sur le terrain. Donc, quand ces personnes vous disent que sur votre territoire, vous abritez des bases, que sur vos territoires, vous avez des personnes qui sont dangereuses pour leur propre sécurité, il faut avoir la sagesse d'écouter ces personnes-là. La chose aurait pu être simple. Hein. On aurait pu avoir une proposition d'un groupe collégial entre l'armée béninoise et l'armée nigérienne pour aller inspecter les zones suspectes. C'est possible. Il y a beaucoup de solutions qui auraient pu être apportées. Mais pas une solution qui va pénaliser économiquement deux pays. Parce que si on ne peut exploiter ce pétrole, ce n'était pas la peine de laisser des investisseurs faire les prospections et fourrer ce sol. En sachant que dans la plupart de nos États, lorsqu'il s'agit d'exploitation minière, parfois on est dans l'endettement. On ne sait pas jusqu'à présent, par exemple, quelle est la part du Bénin et du Niger dans les investissements qui ont été faits sur ce pipeline. On n'en parle pas, on dit juste c'est chinois. Mais on se connaît en Afrique, on sait qu'après, au bout de 10-15 ans, on va nous dire, oui, l'État nigérien a pris telle quantité de prêts, le Bénin a pris telle quantité de prêts, on sait comment ça se passe. Donc, à un moment, je trouve que dans les démarches, il y a un genre de... On est un peu dans ce qu'on voit auprès de nos enfants quand ils sont en primaire ou en maternelle, où deux enfants se disputent un jouet. Le problème, il est, à mon sens, facilement résolvable. Je ne crois pas que ce soit la première fois qu'on puisse avoir une collaboration entre les deux armées. Je me rappelle que quand il y avait eu le souci de la sécurisation des frontières, on parlait de terrorisme à l'époque au niveau du nord du Bénin. Et ainsi de suite, on parlait d'association, de collaboration entre les différentes armées de la sous-région. Donc, si ton frère te dit que non, tu as fauté, et que tu sais que tu as fauté parce que d'une certaine manière, à demi-mot, tu l'as reconnu. Et que ton frère te dit que sur ton vaste territoire, que tu n'arrives pas à sécuriser, parce que la preuve, c'est qu'il y a eu des infractions terroristes. Il n'y aurait pas eu d'infractions terroristes si tu n'arrivais pas à les sécuriser. Ça, c'est un. Deux, ton frère te dit, comment dirais-je, tu as des bases étrangères. Mais oui, c'est normal, parce que publiquement, tu as adoubé le fait que tu puisses être soutenu par d'autres forces étrangères extérieures qui étaient hostiles à ce pays-là. Mais prends les décisions idoines qui permettent de résoudre cela. Parce que la vérité, c'est que la sécurité de ces deux pays, que ce soit le Niger ou le Bénin, ne peut se faire sans l'autre. Le développement économique d'un des pays ne peut se faire sans l'autre. Alors, ça va être ridicule. On va bloquer le passage du pétrole alors que peut-être la tomate et l'oignon arrivent à passer, le bœuf, le chameau arrivent à passer, la moto arrive à passer, alors que les deux pays qui sont censés être en phase de croissance ont besoin de tout à tous les niveaux. On en parle avec une certaine fierté africaine, mais la vérité, c'est que on parle de pays sous-développés. Ces pays sous-développés. Problème de santé, problème d'éducation, problème d'infrastructure, problème de projection, mais on n'a pas le temps, on peut pas s'amuser à ce niveau-là. Alors, ce changement de position ou cette intention de se retourner vers le Tchad, puisque le Tchad est présenté ici comme étant un pays entretenant de bonnes relations, des relations de bon voisinage, est-ce une manière de dire, parce qu'il y avait le Nigeria aussi qui avait fait une proposition qui pourrait se mettre à disposition pour tout le monde veut de ce pétrole. De ce pétrole-là. Finalement, le Nigeria n'est pas pris, mais on sait que la frontière, si on quitte Agadem pour aller jusqu'à à la frontière ou bien à la côte nigériane, c'est plus rapide que de passer par le Tchad et du Tchad peut-être venir au Cameroun. Pourquoi le Nigeria aussi n'est pas pris finalement? Est-ce que la position de la CEDEAO, cette décision de la CEDEAO a aussi été importante pour les autorités nigériennes au point où elles ne veulent plus transiter par aucun pays de la CEDEAO jusqu'à aller envisager finalement le Tchad qui n'est pas de la CEDEAO et qui aussi va passer par le Cameroun? Si tu permets, alors ils vont passer par le Tchad, mais qui a adoubé Idriss Déby, le fils?
Ça a été adoubé par le président Macron. Quand il y a eu le coup d'État au Tchad, c'est ce que moi j'appelle un coup d'État, le président Macron a fait la visite au Tchad, il a adoubé le gouvernement qui était en place. Ouais. Donc, quand vous passez quelle est la différence entre passer le pétrole par, avec les accords de N'Djamena, et passer le pétrole chez Talon en disant que lui aussi, il est soutenu par Paris. Pour vous, les deux finalement sont proches de Paris, donc c'est pas la peine. En fait, la réalité, c'est qu'il s'agit d'argent. Mais il faut, si vous parlez d'être adoubé par la France, on se rappelle à l'époque du coup d'État, quand la CEDEAO voulait condamner le Niger, c'est le Tchad qui avait proposé ses bons offices pour discuter avec les autorités nigériennes. On pourrait dire que quand même, malgré sa proximité avec la France, je suis d'accord, mais le fond, alors généralement quand on voit les détracteurs, c'est de dire Patrice Talon est un collabo. Sauf que la personne avec laquelle on dit Patrice Talon est un collabo est la même qui a adoubé l'autre personne. Donc, résolument, il s'agit d'argent. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses. Là où il y a la politique, il y a la politique. Là où il y a l'argent, il y a l'argent. La vérité, c'est que si le Niger a pris sur lui, à une époque où il pouvait passer par le Nigeria lui faisait les yeux doux pour faire passer à l'époque, il n'y avait pas ce conflit-là parce que on parle des années 2011-2012. Le Nigeria faisait les yeux doux au Niger. Fais passer ton pétrole par chez moi. Ils ont dit non. Le Tchad a fait passer mon pétrole par chez moi. Ils ont dit non. Ils se sont dit, nous allons passer par le Bénin. S'ils décident de le faire passer par le Bénin, c'est parce qu'il y a une raison stratégique à cela. C'est plus court, peut-être que c'est beaucoup plus flexible et qu'en termes de souveraineté, c'est beaucoup plus prégnant. Bon, maintenant il y a un conflit. La vérité, c'est que ce conflit, c'est vrai qu'il y a conflit, mais Talon, je pense, part l'année prochaine ou l'année sur prochaine. En 2026. Il part en 2026. Bon, est-ce qu'il faut investir encore 2-3 ans pour un nouveau pipeline avec l'argent du Niger? Parce que je suis presque sûr et certain que la Chine ne mettra pas son argent dans ce pipeline. C'est ça la question. Est-ce que financièrement, c'est à l'avantage de nos États? Parce que c'est la question qu'on se pose. Pour moi, c'est une question fondamentalement d'argent. Est-ce aussi un signe de l'échec à 20 termes de cette mission de bons offices proposée par les deux anciens présidents béninois? Moi, je trouve que ça a été une décision sage. Parce que moi, personnellement, je l'appelais. Je sais pas depuis quand, sur nos territoires, on a honte de demander pardon aux frères. Moi, j'ai pas compris ça. C'est-à-dire, j'ai pas compris, je sais pas depuis quand. C'est-à-dire, en Afrique, dans nos rites, dans nos villages, dans nos sociétés, il y a un problème pour aller dire à son frère, non, tu sais, tu as raison, je me suis trompé. Voilà ce qui s'est passé, je m'excuse. Et généralement, on le fait avec des délégations. Et ça se passe dans toutes les familles. Je sais pas, je crois pas que dans un pays africain, on ignore cela. On a vu, au Congo, c'est pire. Si Tshisekedi peut nommer Bemba et Kamere, mais comment vous pouvez imaginer ça? Alors, en quoi est-ce compliqué d'avoir des représentants du Bénin qui vont aller rencontrer des représentants du Niger? Sauf qu'ils sont au Niger au moment où on annonce finalement qu'on envisage passer par le Tchad. Mais il faut continuer. Et il faut que les Nigériens comprennent que de toute façon, et les Béninois d'ailleurs aussi, il n'y aura pas, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on se mente, il n'y aura pas de développement séparé d'un État en dehors des autres. Non. C'est-à-dire qu'importe le conflit, on est condamné à, comment dirais-je, interagir ensemble pour notre propre épanouissement. Alors, Credo Tété, la crise au niveau de la CEDEAO, la position de la CEDEAO apparemment a été à un point où le Niger ne veut plus traiter avec aucun pays de la CEDEAO, parce qu'on voit dans son voisinage, s'il n'y a pas le Bénin, on aurait peut-être imaginé le Niger et le Nigeria, où le pipeline sera aussi direct que pour le Bénin, mais là on décide carrément de se retourner vers le Tchad, qui n'est pas membre de la CEDEAO, et qui à son tour va se retourner vers un autre pays comme le Cameroun. Non, mais moi je n'entrevois pas le sujet de cette façon. Est-ce que c'est un refus du Niger de ne plus traiter avec un pays membre de la CEDEAO? Non. Le Niger a un problème particulier avec le Bénin. Mais pourquoi pas le Nigeria alors?
Oui, pourquoi pas le Nigeria? Mais c'est le Nigeria aussi s'est proposé. C'est Tinubu. Oui, non, Parce que finalement, on a ouvert la frontière avec le Nigeria. C'est finalement l'instigateur de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est Bola Tinubu, en fait, le président nigérien. Parce qu'à l'époque, on disait que Patrice Talon n'était qu'au service d'un président qui est nouvellement élu et qui ne maîtrisait pas à peu près les lois. Je reviendrai à vous. Laissons Credo continuer. Au moulin de Credo. Vous avez tellement d'eau, Credo. Merci Louis. Donc je crois que en fait on ne peut pas dire que le Niger est tourné dos à la CEDEAO. Le Niger aura besoin toujours des pays membres de la CEDEAO, mais d'une certaine mesure, que ce soit du côté du Bénin comme du Niger, il y a l'expression d'un ego surdimensionné. Donc c'est tout le problème. Le président Patrice Talon n'avait pas bien réagi, donc il n'avait pas bien fait. Mais comme le disait Horus, vous savez, lorsque vous reconnaissez que vous n'avez pas bien fait, demandez pardon, même si c'est difficile pour vous de dire je demande pardon. Il y a des expressions qui sont plus aisées, et même par ton comportement, tu peux montrer à celui qui est en face de toi que tu regrettes tout ce qui s'est passé. Donc le président Patrice Talon, ne s'inscrivant pas également dans une logique de reconnaître ses erreurs, persiste, et jusqu'à ce que le Niger accuse le Bénin d'avoir une base française pour essayer de le détruire. Donc la situation aussi, la faute ne peut pas être 100% Bénin, mais il y a également des parts de responsabilité du côté des autorités du Niger. C'est vrai, lorsqu'ils sont arrivés, comment ils ont été sanctionnés sévèrement par la CEDEAO avec le président de la conférence des chefs d'État, le président nigérien, Bola Tinubu, qui a fait, disons, des éclats, mais des éclats qui n'ont pas arrangé la communauté ouest-africaine. Donc, la situation, elle est là aujourd'hui, et il nous en souvient également que dans le conflit dans le malaise entre le Niger et la CEDEAO, le président du Nigeria était aussi considéré comme un bras armé de la même France qu'on accuse. Donc cela peut justifier aujourd'hui le fait que les autorités du Niger n'aient pas privilégié la piste du Nigeria pour se mettre à l'abri. Et vous savez, lorsque on est dans un processus de médiation, de négociation, je considère la démarche des anciens présidents béninois, à un certain moment, volontairement, bien délibérément, on monte un peu la barre pour que lorsqu'on arrivera à des points de conciliation, qu'on ait le minimum vital. Moi, je comprends, disons, cet effet d'annonce des autorités du Niger pour dire, nous avons un autre plan, donc si vous ne voulez pas nous entendre totalement raison, nous allons mettre... c'est également une forme de pression sur et la CEDEAO, les anciens présidents, pour qu'ils aillent parler à Patrice Talon pour qu'il puisse trouver le mot juste pour apaiser les tensions. Et vous savez, aujourd'hui, la balle est beaucoup plus dans le camp de M. Patrice Talon. Il nous en souvient, au sortir de ce sommet extraordinaire des chefs d'État, il y avait eu 2 chefs d'État ouest-africains, notamment le président ivoirien également, qui a fait une déclaration, qui a même dit que ces militaires sont déjà sont prêts à aller au front. Mais la maladresse commise ou bien employée par le président Patrice Talon, donc on aurait cru que du jour au lendemain, donc ils allaient déboulonner les autorités, les militaires, les hommes au général Tiani, et puis repositionner le président Mohamed Bazoum. Donc là, c'est la manière qu'on peut reprocher au président béninois Patrice Talon. Et nous l'avons vu, même quand vous voyez, même dans sa gouvernance, il n'a pas l'art de la parole, et c'est quelqu'un qui se positionne lorsqu'il veut même réagir sur un certain nombre de sujets. Donc c'est le chef d'entreprise qui parle à ses subordonnés. Mais lui
oublie qu'aujourd'hui, il est dans la posture d'un chef d'État. Et même si c'est un petit pays qu'il a en face, il parle à un autre État souverain. Et la diplomatie, la parole, le verbe est sacré en ce moment. Merci beaucoup à vous, Credo. Alors, Louis Kamako, que dire finalement de cette situation? Le Niger qui semble tourner dos finalement à tous ses voisins, sauf le Tchad, qui aussi va devoir traiter avec notre pays. Un signe que la médiation déjà entamée par les anciens chefs d'État béninois est sur une pente glissante. Non, d'abord, il faut qu'on apporte ce rectificatif. Le Niger n'a pas tourné dos à tous les pays de la CEDEAO. La preuve, le Niger entretient de très bonnes relations avec le Togo. Je parle du pipeline. Oui, le Niger aurait pu peut-être décider, puisque ça passe dans deux pays, on aurait pu décider de le faire passer par le Burkina et le Togo. Justement, c'est ce que je veux dire. Pas le Niger, pas le Nigeria, parce qu'on l'a dit que le rôle que Tinubu avait joué dans cette crise-là, je pense que c'est lui qui est même à l'origine de tout cela. Et que Talon ne venait qu'en appui. Malheureusement, il était allé trop loin dans cette crise-là. Donc aujourd'hui, les autorités nigériennes reprochent la même chose. En fait, c'est-à-dire qu'ils reprochent la même chose au Nigeria. Donc les deux pays-là sont considérés exclus. Oui, ils sont considérés aujourd'hui comme peut-être des gens qui sont contre la transition nigérienne. Donc je pense que c'est le moment pour eux, ils pensent que c'est le moment propice pour eux de rendre la monnaie de leur pièce en fait et au Nigeria et au Bénin. Et donc ça se matérialise aujourd'hui parce que ce que nous sommes en train de dire. Et là, Credo parlait tout à l'heure d'un moyen de pression. Moi, j'aurais souhaité vraiment que ça soit un moyen de pression et que du jour au lendemain, les autorités nigériennes reviennent en de meilleurs sentiments et qu'ils renoncent en fait à cette décision-là de vouloir faire transiter leur pétrole. C'est juste pas un sentiment ou bien il y a un intérêt à revenir avec le Bénin? Parce qu'ils gagneraient plus en voulant traiter avec le Bénin. Parce que je l'ai dit tout à l'heure qu'en passant par le Tchad, c'est-à-dire que le projet doit être revu. Alors qu'au départ, tout cela, tous ces paramètres-là ne sont pas pris en compte. Et là, ce que je déplore, c'est-à-dire que c'est le silence en fait coupable en fait aujourd'hui de la Chine en fait. Il faut qu'à un moment donné aussi la Chine aussi se prononce sur la question. Parce qu'elle sait que les accords sont faits de telle sorte que la Chine et l'autre n'attend que ça, man. En fait, ce qui lui reviendra de droit. Elle n'attend que ça. Maintenant, est-ce que le Niger va perdre ou bien le Niger va gagner? Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Donc, c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut que la Chine aussi se prononce sur le sujet. Maintenant, quand vous voyez même ce qui se passe, c'est vrai que c'est plus le sujet, il est trop sensible pour qu'on le compare à un jeu d'enfant. Parce que dans ce qui se passe, moi je trouve de l'incohérence quelque part et de la surenchère de l'autre côté. Parce rapidement, incohérence pour qui et surenchère pour qui? Incohérence parce que quand vous voyez aujourd'hui Patrice Talon qui à un moment donné a ouvert ses frontières avec le Niger et que quand le Niger a refusé en fait d'ouvrir également ses frontières, Patrice Talon a envoyé des émissaires pour aller demander pardon aux autorités nigériennes et donc on en était là et donc la crise paraît être à peu près être sur le point d'être résolue et quand la dernière fois des Nigériens ont été arrêtés au Bénin pour dire que ils sont pour être accusés d'atteinte à la sécurité. Je pense que c'est aller trop loin de la part en fait des autorités béninoises. Il n'y a pas de cohérence donc dans la démarche béninoise. Il n'y a pas de cohérence dans ça. Maintenant, la surenchère pour qui? Peut-être c'est au niveau des autorités nigériennes parce que je l'ai dit, cet aspect-là pour être résolu d'une manière ou d'une autre par quelqu'un l'a dit, c'est la vie. C'est-à-dire que pour toutes les offenses commises, nous devons être prêts à demander, à accepter le pardon. Et je pense que le pardon, les autorités béninoises l'ont demandé et ont exploré en fait cette piste là aujourd'hui et normalement ça doit être réglé. Maintenant c'est vrai que la question principale qui reste toujours d'actualité, mais le sujet qui n'est toujours pas élucidé, c'est la présence ou non d'une base française militaire au Bénin. Parce que l'actualité, parce que ça a du mal à être éclairci, parce que l'information a été donnée par une radio internationale, RFI, qui en quelque sorte constitue en fait pour moi une caisse de résonance. Bon, en fait, si vous le dites. Voilà. Merci beaucoup. Maurice, rapidement. Rapidement, moi, je voulais dire que non, qu'il faut que les gens comprennent que la Chine a prouvé dans d'autres pays, je pense au Sri Lanka, qu'elle s'amuse pas avec son argent. Donc, chaque sou investi dans ce pipeline, elle va le récupérer. C'est pour ça. Peu importe la manière. Voilà. Donc, il ne faut pas que les gens se disent non, ça va être un arbitre, un peu comme ça a pu se voir avec les ex-puissances coloniales. On se réunit, on se rabiboche, on boude. Ça ne va pas être ça. Merci beaucoup. À vous, il est l'heure pour le journal. Nous allons donc marquer la pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.